Et pour revenir au conflit israélo-palestinien, vous vous souvenez que pendant longtemps, l'Afrique avait une position qu'on pourrait qualifier quasiment de consensuelle sur la crise palestinienne. Et le monde avait du mal, effectivement, à comprendre aussi ce qui se passait. Et Israël, pour répondre à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Il nous faut notre média pour donner notre narratif. Mes chers amis, dans l'extrait qui va suivre, Jules Domché apporte des détails très édifiants sur les enjeux communicationnels auxquels nous sommes exposés. Selon lui, l'Afrique est la poubelle du monde d'un point de vue communicationnel. Il explique tout ça. J'ai tenu à partager ceci parce que je pense qu'il est très important que vous appreniez tout ce qui émane des enjeux communicationnels auxquels nous sommes tous confrontés. Il y a cela quelques temps, je partageais un extrait. Celui-ci, c'est la continuité de l'extrait précédent. J'espère vraiment que vous allez apprendre pas mal de choses et j'espère vous lire très prochainement. Et pour revenir au conflit israélo-palestinien, vous vous souvenez que pendant longtemps, l'Afrique avait une position qu'on pourrait qualifier quasiment de consensuelle sur la crise palestinienne. Et le monde avait du mal, effectivement, à comprendre aussi ce qui se passait. Et Israël, pour répondre à cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Il nous faut notre média pour donner notre narratif. I-24. Et depuis qu'il y a I-24, qu'on peut recevoir en Afrique, vous rencontrez de plus en plus des Africains qui relativisent leur position par rapport à ce conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont exposés à un autre narratif. C'est d'où l'importance d'avoir le narratif. Le monde arabe a décidé de se protéger. Al Jazeera dit ok, CNN ne va plus faire la pluie au beau temps. Nous, on va avoir notre CNN. Parce que tout parle de ce qu'on a appelé l'effet CNN. Parce que pour la première fois, on vivait une guerre en direct. Et tout le monde a commencé à créer ces instruments pour pouvoir avoir son narratif vers le reste du monde. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, de manière consciente ou pas, nous sommes encore en Afrique, comme je le dis dans le livre, la poubelle du monde. En ce qui concerne le domaine des médias. Nous sommes la seule partie au monde qui encaissons tout sans filtre. Nous diffusons toutes les chaînes de télévision qui existent sur la planète sans nous poser la moindre question. Parfois même des chaînes qui vont totalement à l'encontre de nos convictions et de nos valeurs. Ce qui est totalement inadmissible. Parce que les autres, ils ont compris que la communication, l'information, c'est davantage un instrument de domination. Ils ont décidé de se protéger. Ce n'est pas un hasard que si vous arrivez en Chine, par exemple, vous n'aurez pas accès à Facebook, à Google. Parce que ce ne sont pas leurs instruments. Et ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire la promotion des instruments qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Vous avez plusieurs pays aujourd'hui dans lesquels, si vous allez, vous n'avez pas accès à certaines chaînes de télévision. Vous n'allez pas aller retrouver un certain type de télévision en Iran. Vous pouvez dire ce que vous voulez de l'Iran. Mais chaque État souverain est libre de décider qui diffuse quoi sur son territoire. Pourquoi l'Afrique, comme dans d'autres domaines, va être la poubelle du monde? Et cela ne s'arrête pas seulement aux médias, parce que pour que les médias arrivent dans vos foyers, il faut bien les distribuer. Parce que pour que chacun puisse recevoir une chaîne de télévision chez lui, il faut qu'il y ait un distributeur. Et nous, bien là encore, l'Afrique est totalement absente. C'est lui qui décide même des chaînes que vous allez regarder, ce n'est pas. Ce qui est totalement grave. Et sur ce cas-là, il y a un exemple patent, dont on n'a pas beaucoup fait cas, mais qui est un cas d'école à mon sens. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pendant la crise. Vous vous souvenez qu'au plus fort de la crise, il y avait une bataille de propagande entre le camp Gbagbo et le camp Ouattara. Gbagbo, président alors à l'époque, utilisait la radio-télévision ivoirienne, la RPI. Et Alassane Ouattara, pour contrecarrer, avait créé une télévision pirate au Golfe, où il émettait effectivement ses programmes. Sur la RTI, on disait quoi? L'armée est en train de repousser la rébellion, le président Gbagbo est sûr de ses forces, tout se passe bien. Sur la DCI, on disait la rébellion progresse, le président Gbagbo est reclus dans son bunker, il va bientôt tomber. Alors on faisait ce jeu de ping-pong. L'opérateur qui diffuse les images en Côte d'Ivoire, qui est un opérateur privé, soit dit en passant, a eu la lumineuse idée
de retirer la RTI de son tête et de remplacer la RTI par la TCI, qui, je le répète, était une télévision pirate. Conséquence des courses, la majorité des Ivoiriens n'avaient plus qu'accès à une seule version, celle de la TCI, qui disait à longueur de journée, l'armée a capitulé, Bégoudé a été arrêté, Babo a capitulé, etc. Vous imaginez, comme disait le ministre tout à l'heure, l'effet que ça peut avoir sur les populations et sur l'armée. Conséquence logique, on a pu libérer l'espace parce que Bégoudé, à travers la RTI, mobilisait. N'ayant plus, permettez-moi l'expression, son allô, ne pouvait plus mobiliser. Le terrain a été dégagé, l'armée française a pu bombarder et on a allé déloger le président Bagbo. C'est pour dire aux Africains qui nous écoutent que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce qu'on dit que la télévision, la radio a aussi une mission de divertissement qu'on pense que c'est sa mission première. La communication, ce n'est pas un jeu. Bien avant la guerre rude, la guerre la plus dangereuse, la plus nocive, la plus vicieuse, c'est la guerre de communication. Je vais demander l'indulgence du modérateur pour avoir 5 minutes pour conclure. Parce que vous allez me dire, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de planter le décor, de critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer en 2 minutes, même si je ne suis pas sûr. Première chose, le ministre en a parlé, les réseaux sociaux. Formidable instrument. On le veut ou pas, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Et je pense qu'aucun Malien ne pourra me dire le contraire. Parce que justement, on a pu avoir, à travers cet instrument, la possibilité de contrebalancer certaines informations. Les médias mainstream n'étaient plus les seuls. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les réseaux sociaux ne sont pas les seuls laboratoires de fake news. La plupart des fake news sont concoctés dans les rédactions qu'on pense les plus crédibles et les plus sérieuses. Donc les réseaux sociaux, formidable instrument, on ne peut pas le nier. Sauf que, là encore, ça nous appartient. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous publiez sur Facebook, YouTube ou Twitter, au nom du contrôle et de la modération, on vous censure. Il y a des mots, dès que vous employez, à un moment donné, dès que vous disiez Russie, Ukraine, etc., en fonction de ce que vous pensiez, vous étiez bloqué sur Facebook, vous étiez bloqué sur YouTube. Ce ne sont pas nos instruments. Raison pour laquelle on ne peut pas se contenter uniquement de ça. Deuxième chose, il y a des médias africains qui existent au Mali, dans d'autres pays, et des médias panafricains. Il faut leur donner la force. Et là, je m'adresse aux autorités. Peut-être pas celle malienne actuelle, parce que vous êtes moins concernés vu votre niveau de disruption. Dans certains cas, on vous appelle des révolutionnaires. Mais pendant longtemps, plusieurs autorités africaines, les chefs d'État en tête, pensaient que pour exister, il fallait parler à RFI, il fallait parler à France 24, il fallait parler à la Deutsche Welle, il fallait parler à CNN. Affaiblissant par le même pour leurs propres médias. Quand on dit de donner les moyens aux médias locaux, aux médias africains, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi la primauté de l'information. Quand vos dirigeants choisissent d'aller sur France 24 donner l'information en exclusivité, ils affaiblissent les médias. Vous devez d'abord parler à vos médias. C'est une priorité, il me semble. La deuxième chose aussi, c'est de dire qu'il faut organiser la riposte. Le Mali a fermé RFI et France 24. C'est bien, c'est même très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que nous entrons dans un cycle exclusivement d'opposition. Parce que si on n'arrive pas à donner de l'alternative, les gens se retrouvent dépendants. Parce que l'information, c'est aussi à un moment donné comme une drogue. Et j'ai envie de dire la désinformation. Donc si on n'arrive pas à remplacer cela par autre chose, ça risque d'être très compliqué. Donc il nous faut effectivement repenser notre rapport à la création de l'information. Et je suis content que le modérateur ait travaillé pour une agence de presse, parce que c'est là où tout commence. American Press, AFP, Reuters. Ce sont eux qui décident de ce qui fait l'information dans le monde. Où est l'Afrique dans tout ça?
80 à 90% des informations traitées par les médias africains viennent de l'AFP, de Reuters ou de l'American Press. Donc en réalité, nous ne sommes que des consommateurs. Si nous voulons inverser la donne, il nous faut réveiller la banane, avoir une véritable Afrique, agence africaine de presse. Et c'est là où nous pourrons commencer à construire notre propre narratif. Parce que si nous ne le faisons pas, nous n'avons aucune chance de nous en sortir dans cette guerre informationnelle. Il y a certainement beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé dire pourtant pour moi, mais le temps faisant défaut, je vais vous demander la permission de m'arrêter là, parce que justement, il faudrait qu'on ait le temps effectivement de faire des échanges, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont pouvoir réagir, mais je ne pourrais pas partir d'ici sans relever quelque chose qui me semble fondamental. Donc on parle énormément ces jours-ci, c'est par rapport à la place que nous devons accorder, notamment à l'armée, dans ce qui est en train de se passer au pays, notamment le Mali. C'est fondamental et je voulais sortir vraiment par cette anecdote parce qu'elle me tenait à cœur. Je me souviens quand nous sommes allés avec l'armée malienne à Ségou, à Nino, etc. Nous étions fortement escortés par l'armée parce que c'était des zones qui venaient entre guillemets d'être libérées. Et quelques mois avant, j'avais fait une conférence à Sciences Po Paris où il y avait une jeune africaine qui m'avait dit « Mais vous, les médias africains, on ne vous comprend pas. Pourquoi on ne vous voit pas sur le terrain de la guerre? Pourquoi vous n'êtes pas aussi courageux que les journalistes de France 24, de BBC pour aller sur le terrain des opérations ?» À l'époque, j'avais ri et je lui avais dit « Ne vous méprenez pas, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai beau être courageux, mais je ne suis pas suicidaire. On ne couvre pas une guerre comme on couvre n'importe quelle actualité. Pour couvrir une guerre, il y a un certain nombre de préalables. Et l'essentiel des images de la guerre, du front que vous voyez qui sont impressionnantes, ne sont pas toujours faites par les journalistes. C'est l'armée de ces pays qui le leur donne. C'est l'armée française qui donne certaines images à France 24 et à France 2, à TF. Pour la simple et bonne raison que étant au front, il est plus facile pour eux d'avoir les images par rapport à ça. Et même quand un de leurs journalistes doit aller au front, il doit absolument être encadré parce que ce n'est pas un jeu, la guerre, c'est une réalité. Et je voulais souligner ça pourquoi? Parce qu'on a le directeur de la DIRPA ici. L'armée malienne a compris également que la guerre, ce sont des images. Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est fondamental. Si on veut tordre le cou à la désinformation, il faut que l'armée joue pleinement son rôle en étant aussi l'une des sources les plus crédibles de ce qui se passe au front. Nous, on a fait cette expérience, je peux vous assurer, vous avez la chair de poule. Et j'ai été marqué par la bravoure de ces jeunes militaires maliens qui, au péril de leur vie, se battent chaque jour. Et ça m'a moi-même, en tant qu'humain et en tant que journaliste, secoué. Et au sortir de là, j'avais fait une chronique dans laquelle je disais personne, à part l'armée malienne, ne peut défendre le Mali. Parce que ces jeunes-là savaient pourquoi ils étaient sur le terrain. Et ils avaient justement cette posture de dire on ne va pas les laisser faire. Nous, c'est chez nous. Et ça m'a parlé. Il dit nous, c'est chez nous. On ne va pas les laisser faire. Contrairement à des gens qui sont venus et qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ça fait toute la différence. Bon, je voulais terminer là-dessus en vous remerciant pour vos collaborations en restaurant. Merci Jules, merci. Merci à tous. Merci Jules. Caballo,